OK, so, hey you guys, ici Coach Lee avec Coach Tim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du FitChack. Yes! Fait que aujourd'hui, nouvelle invitée, on reçoit Myriam Baudry, nutritionniste, Salut! étudiante au doctorat à l'Université de Montréal. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va super bien. Merci d'être ici. Ben oui, mais merci à vous pour l'invitation. Puis comme je vous dis avant qu'on enregistre, je suis tellement contente d'être en face d'humains. Vous êtes vraiment avec moi dans le studio. Il n'y a pas un écran, on n'est pas sur Zoom et tout ça. C'est tellement plus sympathique. Fait que merci de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir. Ben c'est vraiment gentil d'être ici. Fait que écoute, pour les personnes qui te connaissent peut-être un petit peu moins ou pas du tout, est-ce que tu voudrais juste comme brièvement t'introduire? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu prends ton café? Je sais pas. Oui, le café, ça c'est Le café, c'est super important. On en a parlé tantôt. Je prends mon café noir. J'utilise un AeroPress. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, j'ai aucune idée. OK, c'est dans le fond pour faire des espressos, mais si t'as pas le budget ou la place dans ton appart pour avoir une méga machine, dans le fond, c'est que tu mets ta quantité de café, t'ajoutes de l'eau chaude et tu presses. C'est un peu comme un French press, mais ça en fait un à la fois. Si tu veux te faire un latte, t'ajoutes ton lait moussé. Si tu veux te faire un cappuccino, t'ajoutes ça. Si tu veux te faire un americano, t'ajoutes de l'eau chaude. Bref, je commence en m'introduisant en parlant plus de café que moi-même. Mais là, j'ai soudainement envie de boire du café. Ouais, c'est ça. On y va en ordre de priorité aujourd'hui. Exactement. Je m'appelle Myriam, je suis nutritionniste. J'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa. Je suis originaire de Gatineau, fait que j'ai fait mes 4 ans de bac là-bas. Puis, la nutrition, c'est une passion immense pour moi depuis toujours. J'ai découvert cette profession-là un peu par hasard, puis c'est vraiment venu me rejoindre parce que j'ai toujours aimé la science. Je me suis toujours intéressée à comment les molécules dans le monde ont un effet l'une et sur l'autre. Et là, encore plus, quel est l'effet des molécules dans les aliments sur notre propre corps. Puis, je pense que comme bien des gens, je souhaite faire une différence positive dans la vie des gens. Puis, on va tous manger à peu près 3 fois par jour pour 70 ans. Donc, je voyais 3 opportunités dans la journée de faire une différence dans la vie des gens. Puis, pendant mon bac, j'ai été exposée au monde de la recherche. Dans le bac en nutrition, à la fin, on a 1400 heures de stage à faire dans différents milieux. Donc, tant en milieu clinique, en hôpital, en clinique externe, en santé publique, en recherche, ça peut être en pratique privée et tout ça. Puis moi, c'est vraiment le monde de la recherche qui m'a vraiment accrochée. Fait que, tu sais, grosso modo, les gens peuvent avoir l'image de la recherche comme les scientifiques en sarrau blanc avec leur pipette. C'est une partie de mon travail. Ouais. C'est ça. C'est ça, j'allais dire. Je me souviens avoir vu une photo sur ton Instagram où t'as quand même ton sarrau dans un laboratoire. Exactement, oui. Je travaille dans un labo avec mon sarrau, mais tu sais... Ils ont un dress code quand même. C'est ça. Exact. Mais tu sais, la recherche, ultimement, c'est ça qui nous permet d'avoir des réponses à nos questions pour essayer de comprendre des phénomènes dans l'environnement, des phénomènes qui se passent en nous-mêmes. Donc, en tout cas, pour moi, la recherche, c'est tout sauf gris, puis on pourra en reparler un peu plus. Ben oui. Fait que c'est ça. Après mon bac, j'ai commencé une maîtrise à l'Université de Montréal, puis je tripais énormément sur mon projet de recherche. Donc, puis j'étais pas pressée de commencer à pratiquer ou à travailler. Donc, j'ai fait un passage accéléré au doctorat. Donc, là, j'ai terminé ma première année de doc. Je vise de le faire en à peu près 4-5 ans. Puis, tu sais, des fois, le monde sont genre, oh my god, genre 5 ans, c'est long, mais un doctorat, t'es pas à l'école assis à te remplir le cerveau. Tu sais, pour moi, c'est vraiment comme du travail du lundi au vendredi. Tu sais, je fais autant, tu sais, de la job de labo, des analyses à l'ordi. On a des participants, tu sais, des humains. Je travaille pas avec des souris, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai quand même l'aspect... J'ai quand même un cœur de clinicienne que j'aime le contact avec les gens. Donc, pour moi, c'est vraiment... Je suis vraiment pas pressée de terminer ce que je fais puis je profite de chaque moment. Fait que ça, c'est pour le côté académique, si on veut. Puis sinon, en parallèle, la communication scientifique au public, la vulgarisation, venir démystifier des croyances, des mythes. Ça, je pense qu'on va bien se rejoindre là-dessus. Ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément tenu à cœur. Fait que pendant la pandémie, au tout début, on a eu comme un break où là, les hôpitaux, c'était comme wesh les stagiaires... c'est le bordel et tout ça. Fait que j'ai eu comme un 6 semaines où là, j'étais à la maison entre 2 chaises quand est-ce que je vais pouvoir retourner à l'hôpital, finir mes stages et tout. Puis, je me suis lancée tranquillement sur Instagram à faire des petites infographies, vulgariser des concepts et tout ça. Donc, de fil en aiguille, c'est quelque chose qui a pris un peu plus de place dans ma vie. Donc, je suis active sur Instagram, plus récemment sur TikTok. Puis, c'est une nouvelle plateforme que j'ai découvert tranquillement. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Tête à tête avec la science où là, je reçois des chercheurs, des gens qui font de la vulgarisation scientifique. Puis, c'est vraiment pas un podcast de nutrition. Là, j'ai comme 18 épisodes, c'est pas vrai, 18, j'en ai peut-être 3 de nutrition. Là. Fait que c'est vraiment des chercheurs dans n'importe quel domaine qui viennent me parler de leurs travaux de recherche. Là. Donc, grosso modo, c'est ça le portrait de ma vie professionnelle. Puis sinon, j'aime beaucoup le café. Est-ce que vous le savez? Oui! On aime tous le café. Le café c'est important qu'il soit bon. Absolument. Ouais. Mais, puis ton podcast, il est disponible où?
Sur pas mal toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et tout. Puis tu sais, pour moi, c'est vraiment un projet que je fais en à côté quand j'ai le temps. Je me mets pas de pression avec ça, ni sur aucune autre de mes activités de vulgarisation. Tu sais, j'écris des billets de blog aussi pour une blogueuse qui a une plus grosse plateforme. Puis encore là, pour moi, c'est quand j'ai le temps, je veux que ce soit le fun parce que mon doctorat, ça prend quand même. Parce qu'un doctorat, c'est pas assez. Ça y prenait d'autres passe-temps. Absolument. C'est pas assez prenant encore. Mais je veux boire plus de café. Vous avez C'est plus ça, de raison d'en boire, là. C'est une très bonne motivation, je trouve. Ouais. Puis là, ton doctorat, en ce moment, tu nous disais que tu le faisais plus sur tout ce qui a rapport à l'hypoprotéine, oméga 3. Est-ce que tu pourrais juste comme justement vulgariser peut-être puis rentrer en détail un petit peu plus sur qu'est-ce qu'une lipoprotéine. Les gens pensent à oméga 3 puis imaginent juste des gélules de poisson là, mais encore. Absolument. Moi, j'entends oméga 3, je fais juste le petit fichier taste après, là. Ouais. Mais pour répondre à la question de base des lipoprotéines, moi, ma manière très imagée de l'illustrer, là, imaginez, on parlait de plage avant le podcast. Oui. Imaginez un océan. Cet océan-là, c'est le corps humain. Notre corps humain est plein d'eau. Pas autant de sel, on s'entend, là? Oui, Il y en, on peut le souhaiter. Ouais, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Il y a des gens qui sont très salty dans la vie, mais c'est pas le même genre. C'est pas le même genre. Exactement. Donc, le corps humain, c'est un milieu qui est très aqueux. Et le gras, ça l'aime pas l'eau. C'est ce qu'on appelle hydrophobe. Pensez simplement à son mélange de l'eau puis de l'huile. L'huile est comme mélanger à l'eau. Mais du gras, on en a besoin. Moi, c'est fini. À partir de maintenant, là, si je vois de l'huile dans de l'eau, je vois ce scénario-là. Là. Ça va être excellent. Mais notre corps crime, il en a besoin du gras. C'est super important pour un paquet de fonctions, pour la synthèse d'hormones, l'intégrité de nos membranes et tout ça. Donc, il faut un véhicule pour transporter ce gras-là. Donc, les lipoprotéines, c'est un peu comme les bateaux qui vont venir transporter le gras dans le milieu aqueux qu'est le corps. Et les lipoprotéines, leurs termes en anglais sont plus connus. Donc, vous avez peut-être déjà entendu LDL pour Low Density Lipoprotein, à l'opposé HDL pour High Density Lipoprotein. Donc, ils vont différer selon leur structure, leur forme, mais aussi leur direction. Donc, je peux parler LDL, HDL, qui sont peut-être ceux qu'on entend le plus souvent. Il y en a d'autres. Qui sont vulgairement appelés comme le bon et le mauvais cholestérol. Puis ça, je trouve ça super intéressant que tu le mentionnes parce qu'avant aussi, quand je vulgarisais c'était quoi les lipoprotéines, j'avais tendance à dire le bon et le mauvais cholestérol. Puis des fois, je pense qu'on s'est un peu tiré dans le pied en disant ça parce que le cholestérol, il n'y en a pas 6 types, il y en a un seul. La différence de pourquoi on dit le bon et le mauvais, c'est que le HDL, qu'on appelle justement communément le bon cholestérol, pour ceux qui nous écoutent en audio, je mets des guillemets. Ouais, c'est ça. C'est que le HDL, ce qu'il fait, lui, c'est un peu comme... c'est comme la femme de ménage ou la personne qui fait le ménage chez toi qui vient ramasser un peu les déchets tout partout puis qui les rapporte au foie. Fait que lui, le HDL, ce qu'il fait, c'est qu'il transporte le cholestérol des tissus périphériques vers le foie. Alors qu'à l'inverse, le LDL, lui, ce qu'il fait, il transporte le cholestérol du foie vers les tissus. Donc, lui, il est comme un peu, tu sais, foutre le bordel tout partout. Puis le HDL, il est comme, alright, on ramasse, let's go. Fait que c'est un peu pour ça qu'on dit le bon et le mauvais, mais le cholestérol, c'est une molécule. Puis, on en a besoin pour certaines des fonctions dans le corps. C'est quand il y en a trop que là, ça devient plus problématique. Donc, Crash Course 101, lipoprotéines. Imaginez moi qui crie, c'est ça, avec le gras puis l'eau. Puis là, le petit bateau qui est comme, alright, on va te transporter à destination. L'autre qui est comme, moi, je fous la mienne. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il est comme maudit, t'as encore du cholestérol sur le foie, qu'est-ce que tu fais? Fait grosso modo, c'est ça. Puis le core de mon projet est beaucoup axé, justement, on est un lab de lipoprotéines. Fait que moi, écoute, le gras, je trouve ça... Même dans mes cours de métabo au bac puis de biochimie, le métabolisme des gras, c'est celui qui m'a le plus fasciné. Demandez-moi pas pourquoi, mais j'étais comme, c'est tellement cool, des lipoprotéines. C'est parce que t'avais tous tes scénarios dans ta tête. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Fait que, grosso modo, en ce moment, dans notre laboratoire, on a un essai clinique en cours où on s'intéresse à étudier l'effet d'une supplémentation en acide gras oméga 3 sur la prévention de certains facteurs de risque pour le diabète de type 2. Fait que là, petite parenthèse, crash course oméga 3. Les oméga 3, c'est un type d'acide gras qui est dit essentiel parce que le corps a une capacité très, très limitée à en synthétiser. Donc, il faut en obtenir dans l'alimentation. Puis, les oméga 3, c'est un type de nutriment qui a beaucoup d'intérêt, qui est hyper étudié pour pas seulement le diabète de type 2, mais maladies cardiovasculaires, dépression, Alzheimer, troubles neurocognitifs, bref, name it, c'est étudié pour ça. Parce que grosso modo, les oméga 3 auraient des propriétés anti-inflammatoires, puis il y a beaucoup de maladies chroniques de nos jours où on va avoir une composante d'inflammation chronique qui n'est pas super élevée, mais juste un tout petit peu, mais de façon constante. Donc, les oméga 3 sont d'intérêt pour ça.
Alors, en ce moment, nous, on recrute des hommes et des femmes entre 45 et 74 ans qui ont un indice de masse, oui, malheureusement, qui ont un indice de masse corporelle entre 25 et 40, donc avec surpoids ou vivant avec l'obésité, non-fumeurs, qui consomment peu d'alcool, qui sont sédentaires, donc des gens, mais par contre des gens qui sont en bonne santé, donc qui ne prennent aucun médicament et qui n'ont pas de maladie chronique. Le recrutement, c'est un chiard. C'est ça, j'allais dire, ça doit être difficile. C'est rendu spécifique, pas mal. Ah non, mais pour vous donner une idée, puis j'ai sorti ces stats-là récemment parce que justement, je prépare une présentation pour un congrès. Je pense que depuis ShowLab, j'ai parlé avec plus de 200 personnes au téléphone. Et de ces 200 personnes-là, je vous laisse essayer de deviner combien ont terminé l'étude en ce moment. 3? T'es pas loin? C'est exactement ça, j'allais dire. 3. 7. Caroline, OK. Ouais, et puis là, on a eu la pandémie entre-temps qui a fait en sorte que là, les gens ne veulent pas nécessairement sortir de chez eux, le recrutement a été mis à off, non, fait que bref. Puis là, tout le monde avait augmenté sa consommation d'alcool, fait que c'était plus d'investisseurs. Les gens ont pris du poids, leurs habitudes ont été toutes chamboulées, il y en a qui ont arrêté d'aller au gym, fait que là, ils étaient considérés sédentaires, mais là, ils recommencent, fait que là, excusez, vous pouvez pas participer. mais c'est ça, il y en a des fois, sont super motivés, ils sont comme, non, mais comme je peux arrêter de faire du sport, je suis comme, non, éthiquement, je peux pas, là. Ben non, c'est ça. Fait qu'en gros, on s'intéresse à savoir est-ce que les oméga-3, ça peut être bénéfique pour venir prévenir certains facteurs de risque pour le diabète de type 2. Fait que là, c'est comme le portrait général. Et nous, plus spécifiquement encore, puis là, n'hésitez pas si à un moment donné, vous voulez qu'on revienne à l'hypothèse plus générale parce que là, je peux partir des deep au besoin. Moi, jusqu'ici, ça va. Ben oui, ça va bien. Ça va excellent. J'ai pas crié une autre fois. Fait que... Non, mais c'est correct, on a encore des petits scénarios. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, je vais mettre le volume à 2. Oui, c'est ça. Mais en gros, dans notre labo, tu parlais, on étudie les lipoprotéines, mais un des tissus qu'on aime tout particulièrement et qu'on étudie beaucoup, c'est le tissu adipeux, donc le fameux gras qu'on a sur le corps, gras qu'on aime tant détester, mais qui est pourtant tellement intéressant. Puis, je sais pas si vous le saviez, le tissu adipeux, c'est un organe. Oui. C'est un organe endocrinien. Mathieu Bouchard qui nous a appris ça. Oui, non, Mathieu puis moi, on aime beaucoup parler de tissu adipeux. Merci Mathieu. Oui, c'est ça. On le salue. Oui, on le salue. Mais c'est ça, le tissu adipeux est super important et un tissu adipeux qui est fonctionnel encore plus. Parce que, grosso modo, quand on est à jeun, fait que la nuit par exemple, ben, notre tissu adipeux, lui, qui est un réservoir d'énergie, va venir sécréter des acides gras en circulation qui vont servir de source d'énergie. Mais quand on arrive le matin ou plus tard dans la journée et qu'on mange, le tissu adipeux, lui, reçoit le signal de « Oh, OK, là, j'ai d'autres nutriments qui s'en viennent, on garde les acides gras en l'intérieur, on n'a pas besoin de les relâcher. » Donc ça, ce signal-là arrête. Puis là, hop, d'autres acides gras qui viennent de l'alimentation, je les capte, je les sors, et on a ce cycle-là, puis ça, c'est le cycle fonctionnel. Par contre, quand le tissu adipeux devient dysfonctionnel, puis ça peut s'accompagner notamment de résistance à l'insuline, qui est liée au diabète de type 2, mais là, le tissu adipeux, lui, continue à pitcher des acides gras en circulation. Fait que là, avec l'influx de nutriments qui vient de l'alimentation, puis avec le tissu adipeux, ben, on se retrouve avec juste beaucoup trop de nutriments en circulation, qui là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont aller se stocker dans les organes et venir causer un paquet d'autres troubles. Donc, nous, en gros, on s'intéresse vraiment à regarder ce qui influence la fonction du tissu adipeux, comment c'est lié au diabète de type 2 et dans le cas d'une dysfonction, comment est-ce qu'on peut venir l'atténuer. Fait que là, c'est... Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui, c'est très cool. Des fois, je parle de trucs, là, je m'en vais un peu tout partout. Puis, encore plus spécifiquement, là, on s'intéresse, je parlais des LDL tantôt, fait que le mauvais transporteur du cholestérol. La grande question qu'on a en ce moment, c'est est-ce que les gens qui ont plus de récepteurs pour le LDL dans leur tissu adipeux vont présenter plus de facteurs de risque pour le diabète de type 2? Donc, grosso modo, les gens qui ont plus de portes d'entrée pour le LDL, qui, lui, une fois qu'il s'infiltre, peut venir causer de l'inflammation, de la dysfonction, est-ce que ces gens-là vont avoir plus de facteurs de risque pour le diabète de type 2, comme la résistance à l'insuline, une hypersécrétion d'insuline, de l'inflammation dans le tissu adipeux, un délai dans la clairance des gras alimentaires après un repas? Et est-ce que ces gens-là pourraient bénéficier d'une supplémentation de 6 mois en oméga-3 pour venir atténuer ces facteurs de risque-là? Puis la dose qu'on donne, c'est 3,6 grammes d'oméga-3 par jour, donc c'est une dose qui est quand même très élevée. C'est ça.
Exactement, là, pour mettre en contexte, pour un homme de plus de 19 ans, les besoins sont de 1,6 g par jour, pour une femme 1,1, donc on donne vraiment des doses justement qui sont plus élevées, toujours considérées comme sécuritaires. Pour Santé Canada, le threshold c'est 5 g par jour, mais mes participants prennent quand même 4 capsules par jour, donc c'est ça. Fait qu'on fait des tests avant et après l'intervention, que je pourrais vous décrire un peu si ça vous tente. Ben oui. Oui. Ouais, ok. Oui, cool. Définitivement. Je suis là. Okay, il y en a un, je pense que vous allez particulièrement aimer, mais on commence avec le premier, qui est très cool, mais je pense que le deuxième, vous allez plus l'aimer. Le tout premier qu'on fait, ça s'appelle le clan Botnia. Et ça, c'est considéré comme le gold standard pour la mesure de la sécrétion et de sensibilité à l'insuline. Fait que pour les gens qui nous écoutent, ça, c'est pas des tests qui se font chez le médecin, c'est vraiment des tests qui sont uniquement en recherche parce que c'est très invasif, ça demande beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, grosso modo, mes participants arrivent et 3 jours avant, ils ont fait une diète riche en glucides. Fait que pour les femmes, on parle de 225 grammes de glucides par jour. Les hommes, c'est autour de 300. Puis ça, honnêtement, à chaque fois, c'est assez drôle. Ils arrivent, ils sont comme « Mais là, je suis écœurée de manger du pain, je veux une salade. » Parce que j'ai un petit peu à leur faire remplir, justement, fait, avec le nombre de portions qu'ils doivent manger et tout. C'est ça, j'allais dire. Les gens, des fois, là, sont comme... Surtout quelqu'un qui a été low carb peut-être pendant un certain temps, puis là t'es comme là je m'en vais, je vais être high carb, je vais pouvoir manger des glucides, je vais avoir du pain, je vais avoir du riz, je vais avoir des patates. Mais mangeant 300 grammes de carb comme clean, là, pas du sirop d'érable pis des biscuits là, non, c'est ça. Comme hey, c'est de la bouffe là. C'est de la bouffe en titi. Tu vas être plein là. Puis tu sais, pensez à ma madame de 70 ans, elle 225 grammes de glucides, c'est souvent en vieillissant quand l'appétit est un peu plus faible, c'est de la bouffe en chien sur 3 jours. C'est ça. Exactement. Puis la raison pourquoi on fait ça, c'est qu'on veut que la réserve de glycogène, qui est la forme de stockage du glucose, soit bien pleine, parce que durant le test, on infuse du dextrose, qui est un type de sucre, et ce qu'on veut s'assurer, c'est que le dextrose va être utilisé pour l'oxydation et qu'il ne va pas être stocké. Fait que dans le fond, c'est le pourquoi de la diète de 3 jours avant. C'est drôle parce que les gens, même si pour moi, je trouve que c'est très invasif comme test, ils vont plus me parler du 3 jours, ils ont dû se bourrer à la face. Je me dis, bon, ben, okay. Alright. Ça passe bien, c'est correct. C'est ça. Donc, au début de cette journée de test-là, mes participants, ils ont 2 cathéters, un dans chaque bras. Et le test est séparé en 2 parties. La première partie, ça s'appelle un test intraveineux de tolérance au glucose. Donc, on vient mesurer la sécrétion d'insuline. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe quand je te donne du sucre? Et on leur injecte un bolus de dextrose directement dans les veines. Fait que c'est à peu près, en termes de quantité, l'équivalent, je dirais, d'un bon gros verre de jus d'orange qu'on leur donne direct dans les veines. Puis, tu sais, on le donne en un certain temps. Je vois la face de Jess. Ouais, t'es pas juste comme d'un coup, là. Ouais, non, mais tu sais, c'est comme la quantité qu'on donne dépend de la taille et du poids. Puis, tu sais, des fois, c'est comme 3 grosses seringues de 60 ml. Là. Oh, tu m'as perdu à seringue. Ouais, non, mais c'est ça. Quand je dis que c'est invasif, là, le monde me parle du pain qu'ils ont mangé. Je suis comme, non, mais gang, comme. Non, c'est ça. T'as pas encore vu ce que je vais t'injecter, là. T'as injecté du jus d'orange intraveineux. T'es comme. Exactement. Fait que là, on leur avec donne ça. pulpe. Ouais. You really woke up and chose violence. Voilà. Les infirmières sont comme, comment c'est le cathéter? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait qu'on leur injecte ça, puis là, pendant 1 heure, on fait des prélèvements sanguins à toutes les 2 minutes au début, puis après aux 5 minutes, puis on vient mesurer leur glycémie. Fait que tu t'attends à ce que ça pique, mais avant c'est supposé redescendre. Puis on mesure leur sécrétion d'insuline et du peptide C, qui est en fait une autre molécule qui est sécrétée en quantité équivalente à l'insuline, mais qui est plus stable en circulation, puis c'est comme une meilleure représentation de la quantité d'insuline. Fait qu'avec ça, ça nous permet de regarder 1 heure après que tu aies reçu comme un test, beaucoup de sucre dans le jus d'orange intraveineux. Exactement, qu'est-ce qui se passe. Puis ça permet d'avoir une idée, justement, les gens qui ont une super grande sécrétion, c'est comme si là, le corps, il répond pas à l'action de l'insuline, et qu'il dit, on pompe, l'insuline. Donc, c'est comme ça que ça nous permet d'avoir une petite idée, grosso modo. Puis après, pour les 3 heures qui suivent, c'est ce qu'on appelle un clan hyper-insulinémique euglycémique. Donc, les participants reçoivent de l'insuline à des taux supraphysiologiques. Fait vraiment des quantités très élevées. Et si on leur pitchait juste de l'insuline, ben ça prendrait pas de temps puis ils tomberaient en hypoglycémie. C'est ça. On ne veut pas ça. Non, c'est ça. On veut pas tuer nos participants. C'est des bodybuilders. Ouais, non. Oui, des bodybuilders entre 45 et 74 ans, sédentaires. Il y a 125 et 40 qui fument pas. Fait qu'en parallèle, ils vont recevoir du dextrose. Puis ce qu'on veut, en fait, c'est ramener leur glycémie à des taux normaux. Fait qu'entre 4,5 et 5,5. Et ça se fait sur 3 heures. Puis, quelqu'un qui est sensible à l'action de l'insuline, ben sa glycémie va descendre beaucoup plus rapidement. Ce qui va faire en sorte qu'il va falloir qu'on augmente l'infusion de dextrose. Alors que quelqu'un qui est résistant, ben ça va rester
plus ou moins, tu sais, la même chose. Donc, à la fin, selon la quantité de dextrose qu'on a infusée, ça va nous permettre de déterminer leur sensibilité à l'insuline. Fait qu'en gros, c'est une journée de test complète pour une seule personne. Donc, c'est pour ça que c'est pas le genre de truc... c'est long, c'est exactement. ça. Puis, tu sais, c'est très invasif et tout ça. Puis, ça, c'est le test qu'on fait pour mesurer la sécrétion et la sensibilité à l'insuline. Puis là, l'insuline, je sais pas, le niveau de vos auditeurs, l'insuline, en gros, c'est la clé, tu sais, qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Donc... Ça, on pourra en reparler de l'insuline quand on parlera un peu plus des diètes puis de la keto, là, mais ça, c'est quelque chose que... Un peu comme toutes les carbs, comme l'insuline c'est rendu le démon maintenant, là, comme parce que tu manges des carbs, tu produis de l'insuline puis automatiquement tu vas devenir fat. Oui, mais tu sais, pourtant, l'insuline, ça a des fonctions qui vont tellement au-delà de juste la lipogénèse. C'est important pour bâtir des muscles et tout ça. C'est une hormone anabolisante, donc c'est important pour ça. Si tu manges une banane, tu vas faire spiker ton insuline parce qu'il y a beaucoup de sucre dans une banane. On va y revenir. Bien, pensez à mes bâtiments qui se font injecter. Oui, c'est ça! Si bol, mais oui. Ouais. Ah non, pour vrai, des fois, à chaque fois que je décris les tests qu'on fait, je suis comme, mon Dieu, mes participants sont courageux. Puis en tout cas, moi, je suis contente qu'ils soient là. J'en ai besoin. À cet âge-là, tu sais pas, tu cherches un petit défi, quelque chose. Honnêtement, moi, tu me parlais de ça, puis j'étais comme, si c'était pas du fait qu'il fallait être, un, plus vieux que ce que je suis en ce moment, et deux, inactif, je serais comme, moi, je le ferais, là, comme je suis game. Puis ce qui est super cool, c'est que le test que je vous décris, tu sais, c'est sûr qu'il y a des trucs que, là, on collecte plein d'échantillons de sang, on met ça au congélateur, on mesure ça plus tard, mais il y a quand même des données que, quand ils reviennent après 6 mois, on refait ce test-là, puis immédiatement, il y a des trucs qu'on peut voir, ta sensibilité à l'insuline s'est améliorée, puis c'est super intéressant, puis à date, petit spoiler, petite tête échantillon, mais 7 participants qui ont fini, on voit une super belle amélioration de la sensibilité à l'insuline. Puis le seul changement qu'il y a eu entre jour 1 et dernier jour, finalement, ça a été la supplémentation d'oméga 3? C'est juste, c'est ça. Là, c'est sûr qu'on a collecté des données sur l'alimentation, sur leur activité physique et tout, qui sont comme, là, tu sais, c'est vraiment moi ce que je vois quand je fais les tests. Donc, ultérieurement, on va faire plein de tests statistiques puis tout pour venir regarder, mais à présent, ça semble être pas mal juste ça. Fait que c'est vraiment cool. C'est très cool, ça. Ouais. Fait que ça, grosso modo, c'est pour les premiers facteurs de risque qu'on vient regarder. Fait que sensibilité à l'insuline, sécrétion d'insuline. Le deuxième test qu'on fait, on l'appelle très affectueusement le fat load. Vous allez comprendre, vous allez comprendre pourquoi. On te fait manger 4 kilos de guac. Ouais. Ben, c'est à peu près. Bon, très game de faire lui aussi. Oui, à peu près ça. Donc, durant ce test-là, on vient évaluer la fonction du fameux tissu adipeux dont je vous parlais tantôt. Et lors de cette journée-là, on commence en faisant un phénotypage détaillé de la composition corporelle. Fait que c'est tour de taille, tour de hanche. Et on fait aussi ce qu'on appelle un scan DEXA. Donc, c'est une espèce de scan, justement, qui permet d'avoir masse grasse, masse maigre, densité osseuse, t'as combien de grammes de gras dans ton bras droit, puis en tout cas... Comme les pinces, mais avec une machine vraiment plus performante. Exactement. Puis là, je te couchais tranquille, puis là, je leur dis fermer les yeux, imaginez que vous êtes à Cancun, puis le petit bras, il passe 7 minutes, c'est fini, puis... C'était un petit peu moins invasif que se faire pincer pour les... Ouais, je me suis au bac, on apprenait à faire ça, c'était tellement déplaisant, surtout quand t'es pas bon au début, puis là, tu pinces trop fort, puis tu pognes pas à la bonne place. Soit tu pinces trop fort, ou moi, l'affaire qui m'est arrivée une couple de fois avec des clients, c'est juste comme tu pinces, puis au lieu de rappuyer pour l'enlever, t'oublies, puis tu fais juste tirer, mais là, ça snap, ça pince. Je suis excuse! Ouais. Test DEXA, c'est le confort, t'es couché sur le dos, tu te fermes les yeux si tu veux, fait que c'est ça. Ça nous prendrait un DEXA au gym. Ça, j'allais dire, tous nos clients vont nous demander cette machine-là. Non, ça coûte cher, gang. Ouais, non, je pense que c'est un bon... ça se peut-tu 600 000 $, la machine? Ouais, gang, on se cotise. Ouais. Correct. Économise pendant 2-3 semaines. Là, puis, ça le fait. Voilà. Fait qu'après ce test-là, c'est là que la partie fun commence. On fait une biopsie de tissu adipeux sous-cutané au niveau de la cuisse. Donc, c'est littéralement comme une minuscule liposuction. Fait qu'on a... Nice! Ouais, vraiment. À chaque fois, on se dit, prenez-en plus! C'est comme on a juste besoin de 5 à 10 grammes. Non, éthiquement, je peux pas. Non. Éthiquement, je peux pas. Mais c'est ça, fait qu'on les participants sont à jeun à ce moment-là. Fait qu'on prend une première biopsie, justement, au niveau du tissu adipeux qui est sous-cutané. Et c'est au niveau de la cuisse.
Parce que tous les gras ne sont pas égaux. Le gras qui est plus problématique, c'est celui qu'on accumule au niveau des organes, plus au niveau de l'abdomen, alors que le gras au niveau des cuisses, c'est un gras qui est plus métaboliquement sain. Les femmes, on a tendance à en avoir plus là, ce qui nous donne un certain avantage par rapport aux messieurs. Donc, on vient prendre une petite biopsie à cet endroit-là, puis avec la biopsie après, ça s'en va au labo, on fait toutes sortes de tests, on l'incube le gras avec différentes conditions, on regarde quelle cytokine pro-inflammatoire il va sécréter et tout. Fait que bref, ça c'est la partie en labo. Et après, première prise de sang à jeun, et je donne le fameux fat load à mes participants. Attachez-vous bien. Ils ont du bacon, du fromage, puis pas du Allegro, là, du fromage, tu sais, 36%, tu sais, vraiment très, très gras. C'est pas du fromage, du cheese whiz. Je sais comme pas parler, là, mais... Substance laitière modifiée. C'est ça. J'aime que ça a été ton premier, comme... Du fromage, tu sais, pas du Allegro, du cheese whiz. J'ai essayé de penser à l'affaire la plus grasse et dégueulasse que je connaisse dans le fromage. Okay, tu peux poursuivre, je vais arrêter d'être impertinente. Ben non, c'est bien correct. Ça ajoute de la dynamisme à mes explications super froides de protocole. Fait que bref, fromage très très gras. Tu sais, celui-là qui il coule quand il Du brie fondant. Ouais, vraiment très très gras. Fait que j'ai du bacon, fromage, croissant. Croissant au beurre, hein? Ben oui. C'est important. Puis brownies aussi. Tu sais, une petite touche de sucré pour vraiment bien balancer. Comme ça, les gens sont contents. Exactement. Fait qu'en termes de macro, on parle de 66% de gras, 16% de protéines puis 18% de glucides. C'est supposé donner à peu près 100, ce que je dis en ce moment de mémoire. Là, mais le 66% de gras, ça, c'est la variable qui est stable pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est comme un gros repas à comme 1300, 1400 calories. Puis, tu sais, on adapte selon la surface corporelle. Fait que là, mes pauvres participants mangent ça. Et encore une fois, c'est ça qui vont le plus retenir, plus que la biopsie. Quand ils reviennent sur moi après, c'est comme, oh non, pas encore le repas. Ouais, c'est ça. Faites 2 autres biopsies au besoin. C'est ça, prenez-en plus. Fait qu'on leur donne ça, c'est comme un gros challenge pour le corps. Puis après, dans les heures qui suivent, on fait des prises de sang après 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures. Et ça nous permet, nous, de venir regarder dans le sang après un repas. C'est tout à fait normal que les grandes circulations augmentent, mais après un certain temps, ils ne sont pas supposés rester chillés là. Si le tissu adipeux fait bien sa job, ben, il va être capable de l'hydrolyser, de le capter et de le stocker. Fait que nous, on fait une espèce de genre de graphique qui permet de regarder, bon, ben, OK, c'est normal, ça augmente, mais là, après ça, OK, c'est encore élevé, ben là, si c'est le cas, ces gens-là ont constamment trop de triglycérides, de grande circulation, puis là, ça vient interférer s'il y a du glucose également, il y a une espèce de compétition entre les différents substrats, fait que ça vient montrer qu'il y a un certain bordel. Et après 4 heures, on fait une autre biopsie, cette fois sur l'autre cuisse, fait que ça nous permet de voir l'état du tissu adipeux à jeun et en période postprandiale. Puis, à la fin de cette journée-là, on leur donne leur bouteille d'oméga 3 et je leur dis « à dans 6 mois ». Fait que pendant ces 6 mois-là, mes participants prennent leurs oméga 3 quotidiennement. C'est une très grosse bouteille. Ah, c'est 6 bouteilles au total qui ont 120 capsules chacune. Fait que 4 capsules par jour, 6 x 30. Ouais. Fait que ben, je les revois à tous les 2 mois. Ils reviennent me voir parce qu'ils s'ennuieraient. Sinon, mais oui. fait que c'est ça. Je présume que c'est les grosses bouteilles Kirkland, là. Oui. On est avec Weber Natural. La seule raison pour laquelle on a fait affaire avec cette compagnie-là, c'était la compagnie qui avait les capsules les plus concentrées parce qu'à 3,6 grammes par jour, si j'ai des bouteilles à 100 mg, ça fait de la pilule en tabarouette. Ça fait de la pilule, fait que c'est vraiment juste pour ça qu'on n'a pas de... La madame de 70. Mais c'est triste, on a déjà perdu une participante parce que justement, elle n'était pas capable d'avaler les capsules. Ils sont quand même mon vraiment... c'est des je grosses pensais que t'allais dire parce qu'elle est morte. Oh mon Dieu! Oh, ça serait tellement On a perdu une participante. C'est quand même moins cocasse qu'on a déjà perdu une patiente, on la trouve juste plus. Oui, on sait pas être allé où. Jamais dû. Ouais. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que je les appelle une fois par mois. Allô, comment ça va? Est-ce que vous avez des rottes de poisson? Puis il y en a qui me disent au début, mais ça finit par passer. Puis là, je m'assure que leur poids demeure stable parce que ça, c'est un des trucs aussi. Si les gens perdent 20 livres, gagnent 20 livres, se mettent à fumer, à boire une bouteille de vin par jour et tout, ben moi, ça vient complètement scraper mes résultats à la fin. Fait que c'est ça. Puis après les 6 mois, les 2 tests que je viens de vous expliquer, ils les refont.
Comme ça nous permet de comparer leurs résultats avant et après l'étude. Donc, grosso modo, c'est ça sur quoi je travaille avec mes collègues présentement. C'est super stimulant, ça c'est l'aspect clinique. C'est très cool. Puis il y a tout l'aspect des tests fondamentaux, quand j'ai mesuré les récepteurs sur les petites biopsies de tissu adipeux, qu'est-ce qu'on fait avec ça et tout. Fait que, en gros, c'est ça mon PhD. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Puis avant, malheureusement, on le fait plus à cause de la pandémie, on mesurait également la dépense énergétique avec une technique de calorimétrie indirecte. Fait qu'en gros, c'est par les échanges gazeux que ça permet c'est une parmi les meilleures méthodes qui existent pour mesurer le métabolisme de base au repos, quel pourcentage qui va pour l'oxydation des protéines, des glucides, des gras, mais malheureusement avec la pandémie, étant donné que c'est une espèce de casque avec un filtre, côté sécurité, c'était so-so, donc malheureusement on a arrêté de le faire, mais autrefois c'était quelque chose qui était utilisé. Peut-être quelque chose que vous allez pouvoir recommencer prochainement parce que là on aimerait ça. On commence à vivre un peu plus. Oui, exactement. On espère parce que dans des études en nutrition, d'avoir la dépense énergétique puis pas juste par des petites équations, de l'avoir vraiment directement, c'est super important. Ben oui. Puis comme je vous ai dit, au travers de ça, je collecte des journaux alimentaires, on mesure leur activité physique, ils sont supposés être sédentaires, fait que quand moi je mesure ça, c'est pour m'assurer qu'ils sont tranquilles. J'ai couru un marathon le dernier mois. C'est ça. Ouais, fait en gros, c'est ça sur quoi je travaille. Mais c'est vraiment très cool. Puis là, écoute, je t'écoute parler de ça, là, tout ce qui est vraiment beaucoup plus en détail, comme là, on a parlé de l'hypoprotéine oméga 3, mais on s'entend que la nutrition, c'est un monde très, 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 très large, puis plus on en connaît, plus on se rend compte qu'on en connaît pas tant que ça, finalement. Là. God, vraiment. Fait que je pense que, à quel point est-ce que ça, c'est quelque chose qui est chiant, difficile, avec quoi tu dois peut-être dealer, que justement, monsieur, madame, tout le monde maintenant, parce qu'ils ont lu un article sur Facebook, comme s'improvise nutritionniste et commence à faire des claims hauts et forts sur un paquet d'affaires, puis comme tout le monde est confus, personne ne sait qui croire, puis finalement, les gens, des fois, ils écoutent du monde parler, puis là, finalement, ils regardent un nutritionniste, ils sont comme, c'est quoi ta valeur, finalement, par rapport à juste parce que, telle personne dit ça, puis... 100%. Ah non, puis c'est drôle parce que... plus j'avance dans mon doctorat, on dirait que plus je progresse, plus mon syndrome de l'imposteur augmente. De comme, je digue dans quelque chose, puis je fais comme, OK, ben les lipoprotéines, je savais c'était quoi au bac, je voyais les petits bateaux, puis tout. Puis là, je me rends compte déjà les petits bateaux, mais là, je sais plus. Ça a l'air le fun, le bac, il y a plein de petits bateaux. Mais là, le bateau, il est composé de quoi? Il va où? Il interagit avec quelle autre molécule? Plus tu avances dans un sujet, plus tu te rends compte que tu en connais moins. Donc, c'est sûr que, en termes, ça demande une certaine leçon d'humilité, puis en même temps, c'est ça qui est le fun de la recherche. Comme, tu continues, puis c'est comme progresser dans une jungle, puis je suis vraiment forte sur les métaphores, les analogies en passant. C'est correct, mais ça, je veux dire, c'est cool parce que pour ceux qui connaissent probablement moins ça, ça aide à visualiser un peu plus. Moi, depuis tantôt, là, je me dis, waouh, si j'avais eu cette fille-là comme prof au secondaire, peut-être que j'en ferais un doctorat, moi. Mais oui, non, c'est cool. Fait qu'imaginez-moi qu'une espèce de petite jaquette dans la jungle, là, ça, c'est mon quotidien. Avec tes machettes. Avec ma pipette. C'est ça. Avec ma pipette. Mais oui, non, honnêtement, puis je sais pas, dans vous, votre travail, c'est peut-être un autre sentiment que vous avez, mais des fois, j'ai l'impression que la profession de nutritionniste, c'est une des professions universitaires pour lesquelles les gens ont le moins de respect ou le moins de reconnaissance de l'expertise. T'as un problème de dents, tu vas voir ton dentiste, ton chat fait un bruit bizarre, tu vas voir un mécanicien, ton chat est malade, tu vas voir un vétérinaire, mais... Quand je vois du monde, des fois, qui pose sur Facebook comme « Hey, je sais pas, je me demande si tel aliment, c'est mauvais. » Puis là, tout le monde se met à commenter. Je fais comme « Hey, coudonc, genre mes 4 ans d'école, 1400 heures de stage, mes heures de formation obligatoires à chaque année, c'est-tu des décorations pour vous? » tu sais? Fait que non, ça, c'est sûr que c'est une frustration récurrente. Puis, j'ai pas fait beaucoup de pratiques cliniques, étant donné que j'ai comme sauté directement à la maîtrise puis au doctorat, mais c'est une chose qui m'a vraiment brisé le cœur quand je faisais de la pratique clinique puis je voyais des gens qui arrivent et qui vont souffrir au quotidien de cette désinformation-là parce que, tu sais, je vous disais tantôt, pour moi, l'alimentation, être nutritionniste, c'est avoir 3 fois une opportunité d'avoir une différence dans la vie d'une personne. Bien, quelqu'un qui vient dire n'importe quoi, c'est 3 opportunités, c'est pas plus que t'as pour venir... De faire l'inverse, c'est ça, de faire du dégât, là. Exactement. Puis manger, c'est plus qu'ingérer des nutriments. Il y a tout un aspect social, culturel, qui peuvent aussi être ébranlés par quelqu'un qui fait pas la bonne job. Puis pire encore, à l'hôpital, ça, quand on a des gens qui sont vraiment malades, qui ont reçu des recommandations qui étaient complètement inadéquates. Je vais donner un cas extrême que j'ai malheureusement vu quelques fois. J'ai fait une rotation en oncologie pédiatrique avec des petits cocos, malheureusement, qui ont le cancer. Et ces enfants-là, les parents avaient reçu la recommandation de donner-leur des multivitamines.
vitamines C pour leur cancer. Tu sais, ça peut sonner, ben oui, multivitamine, tu sais, c'est un produit naturel, c'est pas grave. Tu te dis ça peut pas faire de tort juste quand tu penses à multivitamine. Ben, ces suppléments-là, quand tu reçois de la chimiothérapie, ça se lie à la chimiothérapie et ça la rend moins biodisponible, donc moins efficace. Fait que, tu sais, des fois, quand on ne sait pas le tort qu'on peut faire, ben souvent je pense qu'il n'y a pas de mauvaise intention. Puis on mange tout 3 fois par jour, on a toute notre propre expertise par rapport à ce qu'on aime, ce qui nous fait sentir bien, ce qui peut donner l'impression qu'on a une certaine expertise, mais le corps de chaque personne est différent, puis ça prend un professionnel de la santé qui est formé pour être capable de bien faire l'évaluation d'une personne et de faire des recommandations qui sont adéquates. Fait que ouais, ça c'est un défi au quotidien, puis aussi une des choses qui m'a amenée à commencer à faire de la communication scientifique parce que je me dis crime. Je veux dire, pour moi, c'est pas normal que quelqu'un vive autant de confusion, de détresse par rapport à un acte qui est essentiel au final. Oui, absolument. Ouais. Puis je pense que notre job en tant que coach est probablement un des facteurs qui vient jouer beaucoup là-dedans, là, parce que tu sais. Puis, exact, ce que tu as dit quand tu dis comme, tu sais, plus tu avances dans ton doctorat, plus tu pousses tes études, plus le syndrome de l'imposteur commence à embarquer, où tu te dis, tu sais, je me rends compte, plus t'en apprends, plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu connais finalement pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est ça, tu es Jon Snow. Ouais. Puis, on dirait que je pense que... Puis j'ai déjà été cette personne-là aussi quand j'ai commencé mes formations de coach. Moi, je venais de finir ma première fin de semaine de formation, puis j'étais comme, faire des plans alimentaires, tu vois, dans mes cœurs, hein. Finalement, ben comme, tu sais, au fur et à mesure des années que j'ai poussé mes formations, je fais comme, oui, mon approche est très, 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 très différente. Avec les clients, t'es comme... Ah non, c'est ça, puis tu sais, comme aujourd'hui, je réfère beaucoup plus quand il y a des affaires que je suis pas sûr et tout, puis, mais il y a beaucoup ça, puis avec les réseaux sociaux, maintenant, avec, tu sais, avec Instagram, et là, TikTok qui est très fort aussi, comme la quantité d'informations qui circule, qui n'a juste aucun sens et de plus en plus, non seulement répandu, mais accessible. Ben oui, exactement. Puis là, je voulais te poser la question, vu que ben toi, je sais pas si c'est sur TikTok, mais ok, mais c'est ça, moi je te suis, puis je trouve que sur Instagram, il va y avoir des fois des niaiseries, de la désinformation, mais TikTok, c'est comme... C'est des affaires ridicules. Oui. On parlait avant d'enregistrer tantôt, je pense, la patch que tu te mets sur le ventre. On dirait que TikTok, c'est comme... On dirait que, je veux pas dire l'intelligence des gens parce que c'est pas ça, mais je veux dire, le ridicule du contenu est rendu à... C'est comme... Voyons donc comment... Tu sais, je pensais même plus que ça existait, des niaiseries comme ça. Moi non plus. Puis sur Instagram, l'affaire, c'est qu'on dirait que... Je sais pas si c'est juste moi, mon following, mais... T'es comme... Les gens sont plus aware un peu. Oui. Fait que, mettons, si tu publies quelque chose, mettons que tes abonnés reflètent pas mal qu'est-ce que t'es, tu dis c'est pas nécessairement une niaiserie ou mal intentionné, mais tu dis quelque chose qui fait moins de sens ou qui est pas vraiment vérifié, tu vas te le faire dire direct. Sur TikTok, on dirait que plus tu dis une niaiserie, plus que le monde qui sont intéressés par ta niaiserie, puis plus que le monde sont comme « Ah ouais, puis oui, puis ça, nanana », puis je pensais, ben, tu sais, mettons, comme on disait tantôt pour les gummy bears, ça pas de même, t'es comme, c'est tellement dit partout à quel point ça se peut pas une pilule magique qui va te faire perdre du gras. Sur TikTok, le monde sont vraiment comme « Ah, mais où c'est que je peux me l'acheter? Où est-ce que je peux la procurer? Ah ouais, ça a fonctionné pour toi. » T'es comme « Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Fait que non, TikTok, le niveau, il est décourageant. Puis une autre affaire que j'ai remarqué aussi, peut-être encore une fois, puis je sais pas si c'est parce que je passe plus de temps sur Instagram, fait que l'algorithme catch mieux ce que je regarde versus TikTok, où tu sais, je suis encore un peu nouvelle sur la plateforme. Mais tu sais, des fois, je regarde TikTok, puis là, je vais tomber sur une photo d'une jeune fille de 12 ans, tu sais, qui montre ce qu'elle fait pour se restreindre dans sa journée. Puis, tu sais, les communautés, tu sais, autour des gens qui vivent avec des troubles alimentaires qui sont, tu sais, on dirait très forte et très présente. C'est quelque chose que je trouve super inquiétant pour les jeunes. Puis, je veux dire, moi, quand j'étais ado, je veux dire, j'ai pas eu Instagram avant, plus tard, puis qui grandissent avec ça. Donc, non, c'est un fléau. Puis, tu sais, on voudrait peut-être plus de réglementation, mais encore là, c'est super complexe. Où est-ce que tu traces la ligne? Bref, c'est une question complexe à laquelle je n'ai pas la réponse, mais qui m'inquiète. Oui, puis en plus, le contenu sur TikTok, c'est ça un des problèmes un peu, c'est que rarement l'algorithme va te donner quelque chose de super pertinent. Non. Faut que tu cherches vraiment longtemps avant de tomber sur un profil, tu sais, mettons comme le tien qui dit des informations super pertinentes et tout. Souvent, ça va être de la merde. C'est comme du monde qui danse, des affaires niaiseuses, de la désinformation. C'est vraiment que ça qui pop sur ton... Même si t'essayes, tu sais, moi, j'essaie tout le temps de déjouer mon algorithme, puis comme de liker juste des affaires que je suis comme, OK, ça, je veux ça. Ça, je veux ça. Puis comme je me retrouve quand même avec un paquet de niaiseries. Ta For You page, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, là.
Puis surtout, puis je sais pas, encore moi, newbie sur TikTok, tu sais, quand tu ouvres TikTok, tout de suite, t'es sur la partie ta For You page. Mais tu sais, quand là, je switch sur mes abonnés, là, je vois des affaires. Je suis comme, OK, ça, c'est ma gang, ça va bien, tout ça. Mais bref, on dirait que cette application-là, c'est comme, elle est faite pour propager la désinformation, puis des choses qui sont inadéquates, qui peuvent faire beaucoup de tort aux jeunes, notamment. Puis là, le problème avec ça, c'est que Monsieur, Madame, tout le monde maintenant tombe là-dessus et automatiquement s'imaginent que parce qu'ils ont vu quelque chose sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook ou peu importe, des fois il y en a qui passent à la télé ou dans des films ou des émissions ou whatever, puis là soudainement ils s'imaginent que c'est rendu des experts parce qu'ils ont vu ça, puis hey, j'ai vu ça sur TikTok, je le sais, je connais ça, je l'ai vu passer, telle personne l'a dit. Hey, non. Cette semaine là, puis en plus parce que le monde, mettons, ils vont s'habiller d'une certaine façon. Fait que, mettons, il y a quelqu'un qui peut juste acheter un sarrau, genre, dans un magasin. Oh my God! Mettre ça avec un décor qui ressemble semi à un hôpital, puis dire quelque chose, puis le monde sont comme, ça, c'est un professionnel. C'est un docteur, puis il le sait. La semaine passée, j'ai une de mes clientes qui m'a envoyé un message, justement, là, en panique. Là. Son chum est en panique parce que je coach elle et son chum, parce qu'elle a vu un TikTok avec un gars qui avait l'air comme professionnel parce qu'il faisait plein de vidéos sur la nutrition, en m'envoyant comme quoi les galettes de riz étaient vraiment dangereuses parce que ça te faisait spiker ton insuline. Oh non! Elle me dit, mais là, je suis comme, j'ai envoyé ça à Mathieu, justement, j'ai fait, Mathieu, je peux-tu pleurer, s'il te plaît? J'étais comme ça, pas tant, je regardais le gars, puis c'est ça son profil, le problème, c'est qu'il a l'air crédible dans ce qu'il dit. Ouais. C'est juste ça le problème. T'es comme, du moment que t'as un bon comme décor, t'as un bon affaire, que t'as l'air comme un peu professionnel, une bonne caméra, là, soudainement, tout ce que tu dis, là, le monde prenne ça pour du cash. Ouais. Ah non, c'est un gros problème. Puis pour vrai, tu sais, c'est ça des fois où il y a une partie de moi qui se fâche après le monde, de comme, s'il vous plaît, comme, prenez un moment, déposez votre téléphone, puis posez-vous des questions. Puis, tu sais, tantôt, j'ai pris le temps d'expliquer tout ce qu'on fait au PhD, tout ça, parce que j'aimerais que les gens, des fois, se posent juste la question, mais comment? Tu sais, comment est-ce que la galette de riz fait spiker ton insuline? Comment l'insuline spike? Est-ce que c'est grave si ça fait ça? Est-ce qu'il y a des études qui ont déjà démontré ça? Pourquoi, si c'est si dangereux, c'est pas dans les lignes directrices qui sont révisées, tu sais, à chaque 4 ans et tout ça? Tu sais, j'aimerais, sans avoir la réponse à tout, parce qu'on peut pas être expert dans tout, j'aimerais ça que les gens se posent plus de questions, parce que justement, tu sais, ça me fait tellement... Tu sais, je peux tellement imaginer leur réaction, parce que je l'ai déjà vu de d'autres personnes, quand les gens sont en panique par rapport à un aliment, puis une galette de riz, on s'entend, là. J'ai eu la même réflexion pour une banane. Oui, exactement. Oui, mais même à ça, les fruits, là, tu sais, fréquemment, on a des questions sur justement peux-tu manger trop de fruits, trop de légumes, tu vas trop de fibres, c'est dangereux. T'es comme, à chaque fois, je suis comme vraiment en moins que genre la poutine puis le gâteau que tu te clenches à tous les soirs. C'est ça. Mais je pense qu'une des affaires aussi, puis t'amènes un bon point, c'est que je pense que les gens, on le voit beaucoup dans le côté pratique, les gens sont paresseux, ils veulent la solution magique. T'sais, on s'entend, on veut une solution qui va me faire, mettons, pour la perte de poids, je vais tout perdre en une fraction de seconde parce que j'ai pas envie de faire des changements dans mes habitudes et tout. Mais je pense qu'il y a cette même mentalité-là pour l'information qu'ils vont acquérir aussi. Les gens n'ont pas envie de savoir pourquoi, ils n'ont pas envie de poser des questions, ils n'ont pas envie de comprendre, ils ont juste envie de savoir. Ils n'ont pas envie de comprendre le pourquoi derrière, ils ont juste envie d'avoir l'information, mais c'est parce que tu comprends pas pourquoi, il y a des grosses chances que ce que tu dises fasse aucun sens. Tu comprends pas le contexte, tu comprends pas toutes les variables, fait. Oui, c'est ça. Puis c'est certain, justement, des informations qui viennent nous conforter dans nos propres croyances, ou tu sais, qui sont très noires ou blanches. Ah, galette de riz, pas bon. Tu sais, ça, c'est une des premières choses. En nutrition, on évite de classer les aliments comme bons ou mauvais, justement parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de gris, mais encore là, la nuance, on n'aime pas ça. On aime que ça soit tranché au couteau. Puis, bon, notre stupide cerveau qui est comme ça. On est fait de même. On est fait comme ça, mais il faut essayer de comme se développer des espèces de petits trucs pour venir déjouer les raccourcis que notre cerveau veut faire. Les bateaux avec la... Oui, c'est ça, imagine les bateaux, là, c'est encore, là, faut naviguer, là. Je pense que tout le long du podcast, je vais juste mettre une espèce de soundtrack de fond d'écran de plage. Ah oui, c'est pas de fond d'écran, mais de fond. Ouais, c'est ça. Mais moi, un petit chapeau de capitaine dans mon petit bateau. Je suis pas rendu là dans mes effets. Avec un eye patch. Mais non, effectivement, puis des fois, justement, ça me fait quand tu me parlais du gars avec le sarrau, ça m'a fait penser une fois, et quelqu'un qui m'avait envoyé, c'était une nutritionniste holistique. Et ça, c'est un peu tricky comme appellation, parce que nutritionniste, c'est protégé par la loi, fait que pour l'utiliser, il faut qu'on soit dans l'ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Puis il y a des fois des gens qui font des formations complémentaires, ça peut être une formation d'une fin de semaine, comme des formations de plusieurs mois, puis que c'est des formations de nutrition holistique, qui sont pas des formations réglementées. Puis, justement, c'était quelqu'un comme ça
ça, qui était pas une vraie nutritionniste, puis elle faisait des vidéos avec un sarrau puis un stéthoscope, puis je suis comme, mais quand est-ce qu'en nutrition qu'on vient prendre le... Tu sais, comme, j'étais genre, le c'était comme, quand est-ce qu'on vient faire... Fait que, mais tu sais, justement, tu passes là, puis t'es comme, wow, tu sais, c'est professionnel, puis comme un sarrau, je m'excuse, j'en ai pas porté avant d'être en labo, puis travailler avec des matières dangereuses, avec du sang et tout ça. Sinon, je veux dire, mes collègues portent pas de sarrau. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est ça, c'est le bout où tu vas accrocher l'œil. Oui, exactement. C'est que tu vas aller chercher, tu veux accrocher l'œil des gens qui connaissent pas ça. Eux, ils vont juste voir comme, t'as un sarrau, tu dois être professionnel, parce que tout le monde qui porte des sarraux sont professionnels. Moi, quand j'étais en cours de sciences en secondaire 3, qu'on faisait de la dissection, en tout cas, on disséquait. On coupait des animaux. J'étais tout sauf professionnel. On éventrait des garneaux. C'est ça. Écoute, j'avais un sarrau et j'étais tout sauf professionnel. Fait que la personne que tu vois sur TikTok est fort probablement pas professionnelle non plus. Je veux dire, il y en a, là. Il y en a des gens qui ont du très bon contenu, là. Ouais, mais... ils n'ont pas nécessairement des sarraux. Non, exactement. C'est quoi? C'est l'habit ne fait pas le moine, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, puis aussi, peut-être plus dans le monde du fitness, je sais pas si c'est des trucs que vous voyez, mais un bon coach, un bon entraîneur n'est pas défini par son apparence. C'est pas parce que, tu sais, puis ça, des fois aussi, je vais le voir avec des influenceurs et tout ça qui peuvent avoir une shape qui est plus conforme à nos standards de beauté et qui donc, sa voix semble avoir plus de crédibilité uniquement par la forme de son corps, mais c'est notre apparence, notre poids, c'est pas un déterminant de nos compétences, de nos connaissances et tout ça, mais encore une fois, les réseaux sociaux, c'est parfait pour ça, c'est le paraître avant l'être humain qui est derrière. C'est ça, c'est beaucoup ça. T'sais, nous autres, on en voit tout le temps. Là, des coachs qui ont des dizaines et des centaines, même des fois de milliers de followers parce qu'ils sont en shape puis... comme ils publient des photos en chest ou comme en bikini, c'est des filles ou peu importe, fait que ils ont l'air en shape, ils sont en shape clairement, ils savent de quoi ils parlent. Finalement, tu regardes le contenu puis t'es comme... J'en ai un en tête sur TikTok, tu l'as peut-être déjà vu passer, mais à chacune de ses vidéos, j'essaie tout le temps de pas intéresser. C'est juste lui en chest qui pointe des choses, puis à chaque fois, tu t'habilles comme tu veux, mais on dirait que justement, c'est beaucoup son apparence qui essaie de mettre de l'avant, puis... je dirais, ça me dérangerait moins si c'était du contenu qui avait un peu plus d'allure, mais c'est comme... comment ce qu'il dit est pertinent. Mais là, comment détoxifier le foie? Citron! Je suis comme... s'il vous plaît, là. Ouais. Mais c'est ça. Puis ça, des fois, justement, quand on voit des affaires qui sont un peu moins encadrées... comme nutritionniste, j'ai un code de déontologie au-dessus de la tête, puis j'ai un code de déontologie, une clause dans mon code, en fait, qui m'oblige à avoir des propos basés sur les données probantes. Puis ça, on prend tout ça au sérieux, je voudrais pas perdre ma licence, mes années de travail pour ça, fait qu'à chaque fois que je publie, j'ai un petit dossier Word avec toutes mes références et tout ça, parce que c'est une rigueur qu'on n'a pas le choix d'avoir. Alors que quand, justement, on parlait de Ginette tantôt, qui vient publier un peu n'importe quoi, quand on entend des allégations qui semblent un peu farfelues, sorties de l'ordinaire, il y a une quote que j'aime bien qui dit que des allégations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Que justement, si ta galette de riz est super dangereuse, prove it to me. Sans des preuves. Exactement. Fait que ça, ouais. Puis aussi, le sensationnalisme, je pense que c'est quelque chose aussi, des allégations qui sont plus comme ça vient beaucoup plus chercher que mange des légumes verts, des grains entiers. Comme on disait tantôt, noir ou blanc. Exactement. C'est comme les zones grises, c'est pas très sexy. Mais c'est ça, mais justement, c'est que ça attire pas l'œil. C'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. Les gens ont envie d'entendre. C'est pas ce qui va devenir viral. C'est ça, exactement. Me faire dire de manger plus de brocoli. Ouais, mais je laisse, il faut que je mange plus de brocoli. Dis-moi de quoi de différent. Dis-moi de quoi de le fun. Quelque chose que je vois. Et un gummy bear qui va te faire perdre 20 livres. Là, c'est là que ça devient intéressant. Là, ça vient attirer ton attention. Fait puis je pense que l'autre affaire qui vient beaucoup avec les réseaux sociaux aussi maintenant, c'est que il y a une espèce de mouvement anti... Tu sais, comme on le voit de plus en plus, puis ça c'est super cool, là, comme ils commencent à avoir exemple des modèles, vraiment comme des top modèles pour des magazines, whatever, qui sont de plus en... On met de plus en plus de l'avant des plus size, comme des messieurs et des madames qui sont peut-être qui ont un peu plus de poids, plus que les mannequins. Un peu moins anorexiques. C'est ça, c'est surtout ça, là, qui sont un peu plus selon les standards et les normes, disons, de monsieur, madame, tout le monde, peut-être, là. Sauf que ce qui vient avec ça beaucoup aussi, c'est le côté... puis ça, tu pourras nous en parler probablement beaucoup plus en détail, là, mais le côté justement où est-ce que c'est rendu que pour du monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être un petit peu plus compréhensible, mais pour des professionnels de la santé, des nutritionnistes, des médecins, des whatever, comme vous avez de la misère maintenant à recommander à vos patients que peut-être qu'il y a une perte de poids qui pourrait être intéressante,
histoire de pas mourir, mettons. Parce que si c'est lié à des problèmes de santé, je pense qu'il y a quand même... c'est quand même important de noter que c'est pas parce que t'es en surpoids que t'es en mauvaise santé. Puis ça, tu pourras nous en parler un peu plus en détail aussi. Ceci étant dit, si c'est dit en pleine connaissance de cause, que là, comme, voici XY problème que tu as, les gens, je pense que maintenant, c'est difficile de leur dire que ils ont du poids à perdre. C'est rendu que le mot grossophobe se fait tirer à gauche et à droite un peu à cause de ça. Là. Ouais, non, c'est un gros sujet. Puis... On embarque dedans. Ouais, on embarque dedans. C'est parti. Ben, j'ai envie de vous demander, tu sais, t'as fait une bonne introduction, mais mettons, si on parle de grossophobie, pour vous, qu'est-ce que vous savez là-dessus? Qu'est-ce que vous avez entendu? Tu sais, ça va peut-être m'orienter justement, parce que, écoute, on peut partir un peu partout. Mais ouais, je vous quiz. Qu'est-ce que la grossophobie? Moi, Ce n'est pas un bateau. Non, c'est ça. Another one. Ouais, c'est ça. Mais écoute, moi, je peux plus ou moins répondre dans le sens où je me suis fait traiter de grossophobe et je ne crois pas être grossophobe, là, je pense pas. Comme j'ai dit, je suis pas devenue coach parce que je voulais les éradiquer une paire de gras à la fois. Là. Non, mais c'est vrai pareil. Non, je sais, j'aime juste la manière que tu le formules. C'est ça. Fait que écoute, la grossophobie, je pense que... Et là, je parle, comme je dis, pas en bien pleine connaissance de qu'on est là cause, pour jaser. mais que ça part beaucoup des gens qui vont discriminer des personnes en surpoids pour leur surpoids, point. Fait que qui ont juste, soit qui vont de manière péjorative discriminer que justement sont pas en bonne santé parce qu'ils sont en surpoids, qui sont pas belles parce qu'ils sont en surpoids, qui vont vraiment porter un jugement directement lié au poids d'une personne, en aucune connaissance de cause sur la personne, que ce soit sa santé, sa vie, sa whatever. Fait que je pense que c'est un peu lié à ça, toi aussi. C'est de la manière que je le vois, c'est que selon moi, puis c'est ma vision, ma façon de le formuler, là, mais selon moi, la grossophobie, c'est un terme qui... Je veux pas dire qu'il existe pas, mais pour moi, c'est que, tu sais, il y a le fat shaming qu'on appelle, là, et ça n'a aucun lieu d'être. Personne ne devrait être ridiculisé ou whatever pour son apparence. Ridiculisé, point, on va se le dire, là, mais comme on va spécifier pour son apparence. Sauf que, selon moi, c'est que ça a été poussé trop loin, où même si les gens ont des problèmes de santé, maintenant... Comme ils se font dire par la société que ouais, mais t'es beau comme ça, t'es belle comme ça, t'as pas besoin de perdre du poids pour fitter avec les standards de la société. Puis on est comme non, mais c'est parce que tu manques le problème. Tu manques le point. Le point en ce moment, c'est pas ton esthétique, c'est pas de quoi t'as l'air, c'est juste comme il y a un problème beaucoup plus deep qui doit être adressé. Puis maintenant, on a de la misère à adresser ce problème-là parce qu'on se fait traiter justement de grossophobe, mais comme c'est pas ça le point, tu sais. Ouais, puis ça, tu sais, je pense que comme dans n'importe quelle révolution, il faut toujours qu'on est dans un extrême avant de revenir au milieu. Puis ça, je me souviens, moi, quand j'ai gradué, je marchais aussi énormément sur des œufs. Surtout comme femme mince, qui a jamais été grosse, tu sais. C'est comme, mais là, moi, je suis qui pour, tu sais, fait non, ça, je comprends. Puis je pense que c'est important que le dialogue soit ouvert. Parce que c'est pas en chicanant puis en se mettant dans nos extrêmes chacun que les choses vont évoluer. C'est que les gens, je pense, sont super émotifs quand on parle de ça. C'est difficile d'avoir une conversation, entre guillemets, neutre ou comme impartiale. L'émotion est vraiment souvent largement impliquée dans le sujet. Là. Ouais. Ah non, ça avait soulevé plein de points, puis je vais essayer de les adresser du mieux que je peux, fait qu'hésitez pas à rebondir si jamais des trucs qui sont pas clairs, mais pour sauter sur le bateau. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis partie. Mais pour revenir à la question de base, la grossophobie, en fait, dans le dictionnaire, c'est défini comme l'ensemble des attitudes et des comportements qui stigmatisent les personnes vivant avec le surpoids ou avec l'obésité. J'avais raison! Oui, non, c'est ça. Puis, ça peut se dessiner à différents niveaux. Donc, si on part au niveau interpersonnel, attends, c'est-tu interpersonnel ou intra? En tout cas, bref, mettons la grossophobie que j'ai par rapport à moi-même. Si ça va pas bien dans ma vie, si je me fais rejeter un emploi, c'est de ma faute, c'est moi qui est paresseuse, les malheurs qui m'arrivent, si on rit de moi dans la rue, c'est de ma faute. Donc, c'est les préjugés qu'on a à l'égard de soi-même. Ça peut être aussi la grossophobie, ce qu'on appelle internalisée. Donc, justement, là, je me considère pas comme une bonne personne parce que je suis grosse, parce que c'est les messages que j'ai toujours reçus et que j'ai internalisés. Puis, ça part de jeune. Je sais pas si vous vous souvenez, là, les films de... peut-être un peu moins toi, là, mais les films de princesse et tout ça. J'en ai écouté beaucoup. Non. OK. Mais tu sais, si tu penses, tous
les princesses dans les films, là, ils ont la petite taille grosse comme ça. Oui, ils sont très réalistes. Et les vilains, c'est toujours les gros, c'est ceux qui sont massif, méchants. Donc, très jeune, on intègre que, OK, si t'es gros, c'est que t'es méchant, t'es mauvais, si t'es mince, t'es la belle princesse et tout ça. Fait que des fois, c'est des choses qui parlent d'aussi jeune que ça. Puis ça, c'est juste, tu sais, un exemple J'avais jamais pensé à ça, mais c'est... Mais honnêtement, moi, quand on me l'a mis dans la face, j'étais comme, si boulettant, c'était là. Tu sais, c'était là. Mais tu sais, c'est subtil, puis ça s'intègre dans notre tête et tout ça. Puis ensuite, il y a, entre les individus, fait que ça, c'est un peu ce que tu disais, par exemple, tu sais, une madame qui est à l'épicerie, qui met une salade dans son panier, puis le monde va être comme, wouhou, tu fais ça pour perdre du poids, puis elle est comme, non, mais yo, comme je fais, j'aime juste la salade. J'aime juste une salade. Ou, à l'inverse, une personne grosse qui met un sac de chips, puis là, ils sont comme, mais tabarouette, c'est à cause de ça. C'est comme, hey, comme, c'est ma soirée cinéma avec mes amis, comme, j'ai le droit de manger des chips comme absolument tout le monde. Non, c'est ça, tu le sais pas, il a peut-être super bien mangé toute la semaine, puis c'est sa soirée où il se permet une petite gâterie, là. Exactement, mais tu sais, c'est des jugements implicites qu'on va avoir, puis, tu sais, ça peut être très confrontant à entendre, mais on a tous et toutes un peu de grossophobie au fond, nous, des préjugés, des biais, justement, que même moi je veux dire, je lis là-dessus très, très souvent, ça va m'arriver à l'épicerie de, tu sais, je passe le regard sur le palier, je fais comme, oups, là, et puis là, je fais comme, OK, Myriam, oui, c'est ça, tu sais, comme je le remarque, je fais comme, OK, on se ressemble, mais, tu sais, c'est des choses qui sont super ancrées, tout ça. Puis, l'autre niveau qui, à mon sens, est le plus problématique et sur lequel, justement, les mouvements plus militants sont nécessaires, c'est la grossophobie au niveau systémique. Donc, ça, c'est vraiment dans notre environnement. Ça peut être, je peux parler, disons, de la grossophobie médicale que je trouve la plus terrible parce que ça vient des professionnels de la santé. Et ça, c'est pas juste devant un patient, t'es gros, t'es toute malade. Non, c'est plus complexe que ça. C'est littéralement de venir surattribuer les problèmes d'une personne à son poids, ce qui peut faire en sorte que tu viens me voir, puis « Hey, Myriam, j'ai des gros segments, j'ai vraiment mal dans le bas du ventre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Jess, perds 50 livres, puis tu reviendras me voir après. Non, mais je vous le dis, là, j'ai vraiment mal. Non, mais c'est parce que c'est ton poids. Va perdre 50 livres, ça va bien aller. » Et next thing you know, 2 ans plus tard, la personne va consulter un autre médecin et c'est un cancer de l'utérus. C'est ça, j'allais dire, ça peut être très dangereux. Là. Exactement, puis malheureusement, des histoires comme ça, il y en a vraiment plus souvent qu'on pourrait penser. Ou à l'inverse, des professionnels de la santé qui vont ignorer la plainte principale d'une personne et venir surprescrire des tests de moi je suis sûre que le diabète fait qu'on va être prise de sang après prise de sang, puis l'autre est comme non mais c'est parce que je veux juste une référence pour le physio comme j'ai mal au poing. Exactement, puis ça peut être des choses aussi banales que, tu sais, même moi quand on me le dit, j'ai jamais eu ce stress-là d'aller à l'hôpital, qu'il faut que je passe un scan, la peur d'avoir une jaquette qui va pas être assez grande pour toi. Tu sais, aller à l'hôpital, c'est jamais, on s'entend, pas le fun, là, ou tu sais, aller faire un pap test, pas plaisant non plus, puis encore moins quand t'es dans un corps qui n'est pas accepté par la société, que tu vas rentrer dans le système de santé par des gens qui sont supposés t'accueillir, prendre soin de toi et qui vont venir juste ajouter un stress supplémentaire. Puis au niveau plus de l'environnement, ça peut être, tu sais, d'avoir des sièges dans les autobus, des transports en commun qui sont pas adaptés, pas pouvoir s'habiller où on le souhaite. Et là, j'entends ce que certaines personnes pourraient dire, puis parce que je l'ai souvent entendu autour de moi, ben là, si t'es pas bien, fais juste perdre du poids. Comme si, puis vous faites du coaching, vous le savez que la perte de poids, c'est pas quelque chose qui arrive overnight, c'est pas aussi facile, puis c'est que ces gens-là, à force de constamment recevoir le message que leur corps est inadéquat, ben, les personnes grosses sont celles qui sont souvent le plus susceptibles d'avoir fait des diètes et des diètes à répétition. Puis quand tu as fait le yo-yo toute ta vie, à un moment donné, ton métabolisme de base, il est à terre. Tu sais, puis psychologiquement, tu n'es peut-être plus là du tout. Il peut y avoir un trouble alimentaire sous-jacent. Puis il y a bien des gens, des fois, qui sont comme, mais voyons, la personne est bien trop grosse pour souffrir d'anorexie ou quoi que ce soit. Non, l'anorexie, les troubles alimentaires n'ont pas de poids. Donc, ça, c'est un autre des problèmes qui peut se présenter. Puis, au-delà de ce que je vous raconte, c'est documenté dans la littérature scientifique que la stigmatisation à l'égard du poids a des effets néfastes sur la santé et ce, indépendamment du niveau d'adiposité. Donc, peu importe quel est ton poids, la stigmatisation vécue va avoir des effets tant au niveau psychologique, fait que ça peut être le stress, l'anxiété, plus de dépression, troubles alimentaires et tout, mais aussi au niveau physique, donc des niveaux circulant plus élevé, par exemple, la protéine C-réactive, qui est un marqueur d'inflammation, plus d'hypertension, un plus grand risque de diabète ou même d'autres maladies. Ça peut être soit directement causé par le stress posé par la stigmatisation ou tout simplement parce que ça a été diagnostiqué plus tard. Parce que si tu sais qu'il y a de quoi qui ne file pas, mais que tu vas aller chez le médecin puis qu'on va te traiter tout croche, ben, je comprends les gens de ne pas vouloir y aller. Oui, c'est sûr. Ouais. Fait que, tu sais,
pour revenir un peu justement à l'espèce, des fois, on dirait que les gens sentent qu'ils doivent choisir entre, ben là, est-ce que je peux militer contre la grossophobie, mais quand même être pro-santé? Pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble. Militer contre la grossophobie, c'est pas de dire oui, c'est correct qu'on ait plein de maladies chroniques et tout ça. Puis là, ça revient à un autre point qu'on pourra peut-être plus rediscuter, le lien entre le poids et la santé. Que être plus gros ne veut pas dire être automatiquement en moins bonne santé, mais que ces comportements-là qu'on a tant comme individu, mais comme société à l'égard des personnes grosses nuisent énormément à la santé. Donc, puis un autre des trucs aussi, une des croyances qui est ancrée, c'est que ben là, tu sais, le fait de shamer, ça va motiver les gens à prendre action. Non. Au contraire. Mais non. Ça, même, tu sais, même dans la littérature, c'est documenté aussi que la stigmatisation va pas motiver les gens à prendre action pour leur santé. Au contraire, souvent, ça va être un frein de ça va-tu te tenter d'aller au gym si tu sais que tout le monde va te regarder tout croche. Parce que comme tu disais à quelqu'un en dépression, t'arrêtes pas de faire « Hey, t'es en dépression, tu devrais aller chez le psy, tu vas pas bien, t'es vraiment gossant. » Cette personne-là va pas faire « je vais aller. » Là, ça me tente d'y aller. Exactement. Puis tu sais, des fois, les gens peuvent avoir peur. Ben là, tu sais, si je te dis que t'es gros pis t'es beau comme ça, ben la personne ne voudra pas faire de changement pour sa santé. Ben tu sais, de un, c'est d'assumer que la personne a des problèmes de santé alors qu'on le sait pas. Tu sais, si on voit son apparence. Et deuxièmement, est-ce que ça te tenterait de prendre soin de quelque chose que t'aimes pas? Moi, je pense à bien des choses que j'aime pas, mais mettons, tu sais, ma plante que j'ai achetée qui est pas si belle que ça, que j'ai laissée mourir sur le bord de la fenêtre. Un cactus! Ouais, non, ça faudrait que je prenne... tu serais surprise encore des cactus. Mais tu sais, grosso modo, le fait d'essayer de démanteler la grossophobie et de permettre plus de représentativité des gens de toutes les tailles, ça va faire en sorte que, tu sais, si tu vois des photos de linge de sport, de gym, pis c'est des mannequins, justement, de toutes les tailles, des plus size, middle size, I guess, ou des, peut-être les mannequins plus typiques qu'on connaît, ben, tu sais, je peux voir, comme, je pense que je pourrais avoir l'air cool dans ce kit-là, je vais bien me sentir au gym, donc, ultimement, tu sais, tout le monde en ressort gagnant d'une certaine façon. Fait que, excusez, c'était mon long speech sur le sujet, mais c'est ça. C'est beaucoup plus nuancé qu'on pourrait le penser. Puis je pense qu'il y a un mouvement, tu sais, body positive ou, tu sais, anti-grossophobie ne veut pas dire anti-santé. Il y a des fois des pans qui peuvent se ressortir, qui sont un peu plus dans les extrêmes, mais je pense que, justement, comme dans n'importe quel mouvement militant, dans n'importe quelle révolution, il y a un extrême avant de revenir vers le milieu. Je pense que le problème avec ça aussi, c'est que c'est souvent les extrêmes qui sont le plus loud. Ouais, c'est pour ça que c'est souvent... Tu sais, mettons, on associe grossophobie souvent à ces extrêmes-là, parce que c'est ceux qui sont les plus loud, qui sont les plus vocales. Fait c'est pour ça que souvent, il y a bien des gens qui sont comme ça devrait pas être ça, la grossophobie, mais comme je veux dire, tu sais, la grossophobie, comme tu viens de l'expliquer, 100%, ça fait 100% de sens. Mais je veux dire, les extrêmes comme ça d'un bout, d'un bord ou de l'autre, là, c'est rendu là que tu fais comme, non, là, comme tu manques le point. Non, exactement. Tu manques le point, puis le problème, c'est que, tu sais, mettons, moi, dans la vie en général, je suis relativement émotive, mais sur des points comme ça, je suis très... Amène-moi des faits, comme rationnels, très comme, tu sais, justement, fait que, mettons, de dire, tu sais, c'est parce que souvent, justement, les plus loud, tu sais, vont traiter à peu près tout le monde de grossophobe pour... Ça, c'est pas constructif. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, mettons, moi, ça me tente de me rallier à ta cause parce que je trouve ça dégueulasse de dégrader quelqu'un, peu importe c'est pourquoi. Mais là, quand t'es en train de, limite, presque insulter le monde du fitness puis des gens qui veulent se garder en forme en leur, mettons, leur disant comme « Ah, mais tu sais, c'est grossophobe parce que toi, t'es en forme. » T'es comme, mais moi, je veux prendre soin de ma santé. Moi, je veux me sentir bien dans mon corps de cette façon-là. Je t'ai rien demandé, je t'ai rien dit. C'est pas parce que moi, je veux ressembler à ça que je veux que toi, tu ressembles à autre chose que ce que toi, t'es bien avec, tu sais. Fait que ça aussi, le fait que cet extrême-là de traiter tout le monde de telle affaire ou comme d'essayer trop d'amener de leur bord de la couverte, mettons, là, ça aide vraiment pas leur cause. Puis c'est plus ceux-là qui sont loud puis qu'il faudrait qu'ils soient un peu moins, parce que si justement c'est expliqué plus comme ce que tu viens de dire dans tes mots, je pense que les gens adhéraient beaucoup plus, puis je trouve ça super intéressant parce que tu as soulevé des points que, mettons, moi j'étais même pas au courant, tu sais, justement vu que je suis pas touchée, tu sais, de savoir que, parce que pour moi c'est une aberration que le système de santé ne traite pas ces personnes-là comme tout le monde. Je peux même pas concevoir, tu sais, puis j'en ai sorti des histoires, mais il y en a des... Mais c'est ça, mais tu sais, pour les gens comme moi, mettons, qui sont pas aware de ça, mais que tout ce que j'entends ou que je vois sur les réseaux sociaux, c'est du monde trop loud sur des niaiseries qui ont pas lieu d'être, j'ai pas envie de m'intégrer à ta cause parce que tu me dis des niaiseries en ce moment, mais si j'étais plus aware de justement, ok, tu sais, là, ça s'en vient, tu sais, de l'autre extrême parce que vous vivez telle affaire, telle stigmatisation, même dans...
j'entends ça, j'ai envie de pleurer parce que ça vient me chercher. Ça, je suis comme, je peux pas croire qu'il y ait des humains qui soient traités de cette façon-là. Exactement. Ça n'a aucun bon sens. Oui, non, tout à fait. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment important ce que tu as soulevé, justement, que de venir, tu sais, pour n'importe quel sujet, si je viens t'insulter, j'ai pas le goût de. Comme si quelqu'un vient t'insulter, t'as pas le goût de l'écouter. Ben non, c'est ça. Puis, automatiquement, tu vas te refermer. C'est ça. Exactement. Puis c'est ça qui est dur des fois parce qu'en même temps, tu sais, j'imagine quelqu'un qui a vécu tout ça depuis des années, qui là, enfin, tu sais, OK, là, les gens s'intéressent à ça, je peux crier aussi fort que je veux. Mais là, d'un côté, c'est OK, oui, c'est correct, le vécu de ces personnes-là est super important, mais ça, je le comprends parce que du côté de la recherche ou des professionnels de la santé, où là, il y a un peu plus, c'est un peu plus frileux du côté, ben là, qu'est-ce qu'on fait de la santé, tout ça. Puis, tu sais, je pense qu'il est important de comprendre aussi, c'est que vouloir, tu sais, combattre la grossophobie ne veut pas dire balayer du revers de la main toutes les évidences qu'on a entre un poids plus élevé et certains problèmes de santé. Mm-hmm. Oui, le poids moyen de la population nord-américaine augmente en flèche depuis 20-30 ans. Je suis pas mal sûr que ça a dû augmenter pas mal les 2 dernières années aussi avec la COVID. Probablement aussi. Puis tu sais, c'est suivi aussi par d'autres maladies chroniques. Si on veut adresser la grossophobie, ça veut pas dire « oh, whatever, on s'en fout ». Non, ça, c'est un problème en soi. Mais, puis ça peut ouvrir un autre sujet aussi. Le poids, c'est une interaction... Mais notre poids, c'est une interaction très importante entre la génétique et notre environnement. Mm-hmm. Nos gènes n'ont pas changé depuis 50 ans. On a tous des prédispositions différentes à prendre du poids plus ou moins facilement, mais notre environnement, lui, a énormément changé et fait en sorte que les aliments ultra-transformés sont beaucoup plus faciles d'accès. Si vous êtes sur la route, vous avez envie d'un snack, essayez de trouver un pot de légumes avec du hummus. C'est bien plus facile de trouver un biscuit ou des chips et tout ça. Si on veut se déplacer de manière plus active, on a un environnement qui nous prédispose à être sédentaire et à avoir un accès beaucoup plus facile à des aliments moins nutritifs, sans compter du rythme de la vie qui fait en sorte que c'est quasiment valorisé de couper sur les heures du sommeil, de ne pas prendre le temps de faire de la méditation, prendre soin de soi. Donc, on a un environnement qui nous prédispose à devenir gros. Il y a certaines personnes qui ont un bagage génétique qui vont faire en sorte que ce poids-là va s'exprimer et de remettre ça sur les épaules des gens entièrement. Oui, on a une certaine responsabilité envers notre santé, mais c'est une des grandes différences, je vous dirais, que j'ai vues entre les dernières lignes directrices pour la prise en charge de l'obésité chez l'adulte dataient de 2006, puis c'était beaucoup une approche de manger moins et bouger plus. Et celle de 2020 met beaucoup plus en lumière, justement, toutes les interactions complexes, exactement, puis tous les facteurs qui sont déterminants pour le poids d'une personne. Fait que, tu sais, je pense que c'est deux choses qui peuvent tout à fait être abordées ensemble. Puis si on a des gens qui sont plus heureux dans leur corps, qui se sentent plus inclus dans la société, ben ça fait une société qui va avoir davantage envie de prendre soin d'elle, de manger des aliments qui les font sentir bien, qui sont nutritifs, de bouger, pas parce que ils sont écœurés de ressentir le regard des autres sur eux, mais parce que c'est le fun de bouger, c'est le fun de pouvoir aller monter de montagne la fin de semaine sans être super essoufflé, d'avoir de l'énergie. Exactement. Fait que je pense que c'est deux choses qui, tu sais, la santé physique et mentale et de venir démanteler la grossophobie, c'est deux affaires qui peuvent totalement aller main dans la main, mais pour ça prend un discours qui est ouvert, un dialogue, puis de pas s'insulter de tout bord, de tout côté, même si ça peut être des sujets super émotifs. Oui, absolument. J'avais fait un post là-dessus il y a une couple de semaines, puis je disais, tu sais, seulement dire à quelqu'un qui est en surpoids, bouge plus, mange moins, c'est comme dire à quelqu'un en dépression, souris plus puis pleure moins. Comme... Ouais. Merci, j'y avais pas pensé. Non, c'est ça, comme tout le monde le sait, ça. Comme, il y a personne qui se dit trop manger et être sédentaire, je sais que ça va être excellent pour ma santé. Ouais. Comme ça, c'est du common knowledge, tout le monde le sait. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de coaching ou de awareness à propos du fait que justement l'environnement autour de toi va avoir un super gros impact. Puis ça, c'est quelque chose que nous deux on fait beaucoup, puis c'est quelque chose que de plus en plus je vais pas dire coach, mais de gens en général, commencent à mettre de l'avant, du monde comme toi, du monde comme Mathieu Bouchard, du monde comme, tu sais, un paquet de gens. Puis c'est super important de le faire, c'est juste que justement, les gens, c'est pas encore ancré en eux, puis c'est quelque chose qui prend du temps à assimiler, que c'est plus que juste bouge plus, mange moins. C'est tout ce qui se passe autour. Exactement. Puis même au-delà de l'environnement, tu sais, une des choses qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de stigmatisation et de préjugés, c'est le manque de compréhension justement sur quels sont les déterminants du poids et qu'est-ce qui fait que l'équation bouger plus, manger moins, même si on parle constamment du déficit calorique qui est, je m'excuse, pas un jujube qui va te faire perdre du poids, faut qu'il y ait un déficit calorique, là, c'est la base. Mais c'est la... Mange-en une fois de temps en temps si t'as envie de prendre un treat, mais comme arrête de dépendre de ça pour perdre du poids. Non, exactement. Puis, tu sais, c'est la réponse du corps à la perte de poids aussi qui, elle, dépend pas de ton environnement, dépend pas de ta volonté. C'est littéralement ton corps qui est comme « Hey, moi, je me pense encore il y a
4000 ans, je suis trop, peut-être plus que ça. Bref, le temps des hommes des cavernes, là, quand fallait, on était chasseurs, cueilleurs et tout ça. Je fais un petit peu plus que 4000 ans. Probablement. Hey, je fais un doctorat en nutrition, pas en histoire. Oui, non, c'est ça. Ou un doctorat en bateau, là, pas en histoire. C'est ça! Comme moi, depuis tantôt, qui calcule 4000. Ça nous ramène à quand, ça, déjà? C'était comme 2000 ans avant Jésus. J'attends que Simon dise quelque chose. Moi, je suis comme, oui, je pense que ça fait du sens. Je m'en allais dire 1000 ans, puis j'étais comme, hey, c'est bon, ouais, gars, me retourne faire tes maths. Avant, juste un peu après les dinosaures, mettons. Ouais, à peu près. Mais tu sais, mettons 3 phénomènes qui vont se produire en réponse à une restriction calorique, une perte de poids subséquente. 1, diminution du métabolisme de base. Fait que notre corps qui pèse moins lourd et qui se met un peu en mode économie d'énergie va diminuer sa dépense. Et 2 hormones très importantes dans le corps pour la régulation de l'apport alimentaire, la gréline, qui, elle, signale de faim, leptine qui fait genre, hey, là, ça suffit, t'as assez mangé. Eux, ils vont aller dans le sens contraire. Fait que notre corps va sécréter plus de gréline et notre corps moins de leptine, ce qui fait qu'on ressent plus la faim, moins la satiété, puis en même temps, ton corps qui dépense moins d'énergie. Fait que ça, t'as rien fait. T'as été A1 sur toutes tes habitudes de vie, puis ton corps est comme non. Mais non. Puis ça dépend pas de la volonté des gens. Donc, que certaines personnes fassent « Hey, moi, honnêtement, le poids, tu sais quoi, je suis tannée d'obséder là-dessus, je veux uniquement miser sur mes habitudes de vie, ce qui me fait sentir bien. » Ben c'est parfait comme ça, puis ça résultera dans le poids qui va ressortir. Puis, il y a certaines maladies pour lesquelles le poids doit être abordé, mais ce ne sont pas toutes les maladies. Et encore une fois, ça revient à la personne devant nous de prendre la décision sur ce qui est important pour elle en prenant une décision d'un choix libre et éclairé en connaissant les faits. Donc, tu sais, justement, de venir dire, ben là, tout le monde est gros, ils doivent juste manger moins, bouger plus, ben c'est parce que c'est ignorer toute la complexité du corps humain et de l'environnement qui nous entoure. Non, c'est ça, puis je pense que ça, c'est très bien amené ce que tu disais, puis justement, le fait que c'est pour ça souvent qu'il y a des personnes qui font des diètes depuis vraiment longtemps, ont de plus en plus de difficultés à perdre du poids parce que justement, le métabolisme est en train de chuter. La gréline augmente, la leptine descend. Fait que t'as plus faim, ton métabolisme est ralenti, t'as moins le feeling de satiété, tu te demandes pourquoi t'as de la misère à perdre du poids. Puis tes signaux sont juste erronés. Tes signaux sont juste un peu partout, puis là, t'es comme, je comprends pas pourquoi j'ai de la misère à perdre du poids, mais j'ai tout le temps faim. Puis... J'ai déjà vu des études avec un scan justement où ils montraient que l'activation des aires liées à la récompense, au plaisir, sont comme en mode genre, tu sais, ton corps est comme en mode scan de qui sont où les aliments riches en gras, riches en sucre, puis quand tu y penses, c'est un mécanisme évolutif qui peut être l'allure, mais dans un environnement dans lequel on est, autant. J'explique tout le temps à mes clientes, comme c'est pas souvent, ils vont venir voir des coachs pour les pertes de gras, mais je suis comme, ta perte de gras, c'est juste un effet secondaire de ta bonne santé. Comme on va adresser les problèmes de santé que tu as présentement, on va régler tout ce qui fonctionne pas bien en ce moment dans ton corps, stress, sommeil, digestion, entre autres. Je suis comme, à partir de là, quand ton corps va avoir des meilleurs signaux, il va devenir meilleur à brûler du gras avec tes bonnes habitudes de vie tout court. Comme c'est pas juste, on va te donner une diète, puis ça, tu sais, fait que c'est de réintégrer ça aussi dans le quotidien des gens, que comme, c'est pour ça qu'on veut que tu vises ta santé d'abord, puis après ça, ben on travaillera sur ta shape. C'est ça, comme, la nourriture, c'est plus que juste des calories. Oui, c'est certain. Comme, si tout ce que tu fais quand t'as de la misère à perdre du poids, c'est de farger sa perte de poids, puis faire comme, ben là, fais plus de cardio, mange moins, puis comme, restreins-toi plus, puis comme, t'es capable, c'est de la discipline, puis on a toutes les mêmes 24 heures dans une journée. Comme, un moment donné, c'est juste que c'est plus juste une question que les gens ont de la difficulté à perdre du poids, c'est que les gens deviennent malades avec ça. Autant physiquement que mentalement. Parce qu'après ça, eux, ils ont juste ça de driller dans la tête, de comme, ah ben là, j'en fais pas assez, puis là, ils commencent à dire que c'est eux qui sont mauvais, mais comme c'est l'approche qui est juste zéro adaptée. Exactement. Puis tu sais, dans une vie, là, vous avez votre job de coach, vous avez un podcast, vous avez des loisirs, vous avez le café. Tu sais, moi, j'adore. Humainement, il faut avoir une panoplie de sphères dans notre vie. Puis si l'alimentation et la shape prennent une trop grosse place, tu sais, j'ai des collègues nutritionnistes qui font l'exercice avec leurs clients de, bon, tu sais, tu fais un rond, puis là, tu fais une pointe de table pour chacune des différentes sphères de ta vie. Ben, tu sais, si à un moment donné, l'alimentation puis ton corps, c'est ça qui prend toute la place, je veux dire, à 70 ans, là, à tes funérailles, je pense pas que le monde va faire genre, Sim, là, il avait tellement un beau six-pack, puis il mangeait tout le temps, là, ses petites fraises le matin. Comme c'est pas ça que le monde va se rappeler, tu sais. Fait qu'à un moment donné, puis en même temps, c'est tough, parce qu'on a cette pression-là, tu sais, surtout comme femme, on le vit beaucoup, puis pour reboucler avec la grossophobie, ben, tu sais, essayer de varger sur la grossophobie au lieu de juste le gros, tu sais, ça va faire en sorte que les gens auront plus cette obsession-là simplement pour se faire respecter dans leur société, puis pouvoir miser sur ce qui est vraiment important, le bien-être et la santé.
Amen to that. Amen to that. Fait qu'écoute, je pense que ça va bien conclure notre premier épisode, parce que spoiler alert, on va en avoir un deuxième, juste parce que ça fait déjà au-dessus d'une heure qu'on a fait celui-là. Fait que Myriam, si jamais les gens veulent te suivre, en apprendre un peu plus sur toi, voir qu'est-ce que tu publies, où est-ce qu'ils pourraient te trouver? Je suis active sur Instagram, myriam.baudry.dtp. J'ai le même handle sur TikTok. Donnez-moi une chance, je commence. Je danse pas encore. Je pourrais mettre un TikTok avec des bateaux. Oui. Ok, je vais faire de ça. Ok, ça, là, je l'ai dit, il va falloir que je me rende accountable. Je fais un TikTok de bateau. Parfait. Fait que je dirais ça, Instagram, TikTok, j'ai une page Facebook, mais tu sais, c'est plus par défaut parce que, bon, Myriam Baudry, DTP, nutritionniste, diététiste. Et j'ai mon podcast Tête à tête avec la science, un podcast un peu plus nerd où est-ce que là, on parle de science, de plein de sujets variés, mais c'est ça, c'est pas mal les plateformes pour me rejoindre. C'est super cool. Fait que, merci encore d'être là, puis merci à Jess encore. Merci à vous, c'était super chouette. Co-host. Fait que pour tout le monde, merci d'avoir été là, puis on se revoit dans un autre épisode encore pour un part 2 avec Myriam. On se change puis on revient. Wink, wink. Alright, salut tout le monde.